Bienvenue à Question d'Info. Emmanuel Macron d'un côté, les frondeurs de l'autre. François Hollande plus que jamais bousculé dans son propre camp. Alors, quelle majorité pour gouverner dans les 10 mois qui nous séparent de la fin du quinquennat? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. À mes côtés pour vous interroger, Monsieur Le Guen, Françoise Fressos du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yannick Falt de France Info. Emmanuel Macron qui a volé la vedette à François Hollande avant le 14 juillet, son premier grand meeting de campagne à la Mutualité. Qu'est-ce que vous inspire cette initiative du ministre de l'économie? Écoutez, d'abord le 14 juillet c'est demain, donc avant de savoir qui a volé quoi, on verra bien. Je pense que justement dans la période que nous vivons, la parole du président de la République et ce qu'il a à nous dire de la situation du monde, du pays, est d'une nature, je le crois, plus importante que les débats de la politique politicienne qui existent. Par ailleurs, attendez, je vais répondre à votre question, mais je veux dire, il faut replacer les choses avec un sens des priorités et des hiérarchies. Donc voilà, il y a le Brexit, il y a tout ce qui se passe dans le monde. Non mais attendez. Donc le discours du 14 juillet, il est forcément empreint d'une forme de gravité et d'importance qui est d'une autre nature que les événements de la vie politique auxquels vous faites référence, à savoir... En marche, c'est un micro-événement. Oui, par rapport à... Dans la hiérarchie des problèmes, et d'ailleurs de la manière dont les Français ressentent les choses, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre économie, tout ce dont nous avons à parler, c'est autre chose que des événements, j'allais dire, de l'ordre de la politique politicienne. Alors maintenant, j'y viens, puisqu'il n'y a pas de raison, évidemment. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il y a, à mon avis, dans cette manifestation, beaucoup trop de spectaculaire et peut-être pas assez de contenu. De la part d'Emmanuel Macron ? Oui, parce que je crois, moi, à l'existence d'un débat politique et légitime. Il peut prendre des formes plus ou moins bonnes. Je pense qu'il y a, encore une fois, beaucoup de spectaculaire. J'allais dire un effet d'annonce, un buzz qui est produit. Il se donne un an pour bâtir un projet. C'est ça son ambition. Oui, mais là, on est bien d'accord que, d'abord, quand on est au gouvernement, il faut travailler vite à inscrire son projet dans la réalité. Et deuxièmement, je ne crois pas que le calendrier soit de un an pour bâtir un projet. Là, on voit bien que si on veut participer d'une certaine façon à la vie et à l'action politique, il reste quelques semaines, quelques mois pour construire ensemble, je l'espère. Et quand on dit qu'on est sur la forme plus que sur le fond, Emmanuel Macron n'a pas d'idée. Je dis que pour l'instant, je vois des manifestations spectaculaires avec l'understatement, c'est ce qu'on dit en français, n'est-ce pas? C'est-à-dire des choses qui sont implicites, mais l'explicite est assez limité. Voilà. Et dans les temps qui courent, je comprends, et moi je pense qu'il est important d'apporter concrètement des idées, des orientations. Et je sais que pour ma part, à ma part modeste, mais c'est ce que j'essaye de faire, j'ai publié un livre à la Fondation Jean Jaurès où j'essaye d'analyser les problèmes de la société actuelle, ce que doit faire la gauche, la stratégie et les enjeux pour notre pays. Je pense que tout le monde doit faire une certaine forme d'ascèse et pas simplement du spectaculaire. Alors que quand même, il y a une chose qui est très explicite chez Monsieur Macron, c'est il se présente comme l'homme anti-système. Oui. Alors ça, c'est un thème qui est, à mon avis, assez dangereux. Je lui conseille de pas aller. Oui, parce que on voit bien, c'est un thème populiste, hein. Et comme ça serait quelqu'un d'autre que lui, je dirais c'est quoi le système? Parce qu'on a entendu le système, vous savez, le système MPS, système, etc. C'est un vocabulaire populiste, qui a vocation, et je pose la question très souvent dans leur vocable. Le système, c'est la démocratie représentative. Le système, c'est l'état de droit. Le système, c'est l'économie de marché dans laquelle nous sommes. Le système, si c'est tout ça le système, alors critiquer le système, c'est un problème. Alors, par ailleurs, qu'il y ait des inégalités, qu'il y ait des castes dans notre pays, de nature diverse d'ailleurs, c'est une réalité, et que l'un des enjeux, je pense, de la société à venir soit de faire sauter ces castes. Oui, mais n'attaquons pas... Vous lui dites, attention, tu deviens populiste. En l'occurrence, c'est une attaque de nature populiste. Mais alors, vous avez vu ce que dit Anne Hidalgo? C'est pas une attaque, c'est une posture, une phrase, un thème qui est...
si j'étais extrêmement gentil, je dirais un peu facile. Et sinon, je dirais c'est populiste. Et vous êtes plutôt méchant, donc vous dites c'est populiste. Non, je suis pas méchant. Et Anne Hidalgo, donc vous donnez raison à Anne Hidalgo quand elle dit Macron, c'est le pur produit d'un système de reproduction des mais là, je ne suis pas d'accord parce que je suis contre les attaques personnelles. De la part d'Anne Hidalgo, là, vous dites. Non, mais je dis, moi, je ne sais pas, parce que il n'y a pas un système et il n'y a pas une casse, il y en a d'autres. On pourrait parler des casses de la fonction publique, elles existent. Donc, fait partie d'Anne Hidalgo. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là, pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque personnelle. On n'en a pas besoin. Et deux, voilà, il existe plusieurs cases dans la maison du père. Ouais, et le père du gouvernement. Faisant les évangiles. Le père du gouvernement, c'est Manuel Valls, votre ami Manuel Valls. D'ailleurs, au passage, vous avez été proche à un moment d'Emmanuel Macron, puisque vous l'aviez un peu lancé. Je suis proche de moi-même avec difficulté. Oui, donc, non, mais écoutez, et non sans conflit. Donc, voilà, le reste, vos commentaires sont là aussi un peu superficiels. Il est temps que tout cela s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Premier ministre parle comme ça? Oui, je pense qu'il dit, en gros, il a pris sa place au gouvernement, Emmanuel Macron. C'est ça que ça veut dire, non? En gros, quand en gros il parle, c'est vous qui parlez, quoi. Je pose la question. Non, on a compris ça. Je crois que ce qu'il dit, je pense que c'est vraiment aussi dans son tempérament. C'est quelqu'un qui a un sens. On lui reproche d'ailleurs parfois d'être un peu trop dans la gravité, dans une certaine forme de fonctionnement collectif assez structuré. Et je pense qu'il est un peu lassé de voir qu'une partie de l'action politique du gouvernement est détournée vers des formes que je caractérisais comme étant plutôt de la politique politicienne. Voilà. Et donc, attendez, est-ce que ça veut dire concrètement que Manuel Valls souhaite que Emmanuel Macron quitte le gouvernement? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que ce soit ce type d'attitude. À plusieurs reprises, Manuel. Sermonner un petit peu plus quand même. Non, Manuel Valls, c'est quelqu'un qui aime et qui pense, surtout, c'est pas simplement qu'il aime, c'est qu'il pense que le fonctionnement de l'État dans une période aussi difficile que la nôtre doit envoyer des messages où les gens sont pleinement investis dans leur travail, où il y a une certaine forme de choses ordonnées, voilà. Et donc il pense que ce qui laisse à penser qu'il y a une certaine forme de un peu n'importe quoi dans l'action publique menée autour du gouvernement est quelque chose qui nuit à la crédibilité de ce gouvernement et à la forme. Voilà. Et c'est quelque chose, je pense, en réagissant comme ça, est-ce que Manuel Valls ne donne pas de l'importance à cet événement d'Emmanuel Macron? Écoutez, je pense que cet événement existait indépendamment du commentaire qu'on a fait. Alors Manuel. justement, vous dites, par rapport à ce que vous disiez précédemment, une question de Françoise. Dites ça mène du désordre au gouvernement, mais quand il y a une critique de fond d'Emmanuel Macron qui dit on meurt des promesses non tenues, et il développe toute une critique de la façon dont le système politique fonctionne. Ça, est-ce que vous êtes réceptif à ce qu'il dit là-dessus, ou vous dites qu'il se trompe complètement? Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin à ce moment-là. D'abord, je mets de côté le fait que ce n'était pas une attaque contre l'actuel quinquennat. On n'a pas compris. Alors, si c'est une proposition de dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus être dans la promesse, et je pense en plus, je le dis alors sur le fond des choses, un président de la République, quel qu'il soit, et un candidat, à qui d'ailleurs, dans les campagnes électorales, ces dernières campagnes électorales présidentielles, c'est-à-dire celles de 2007, de 2012, de 2017, on demande dans les dernières semaines au président de la République de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Alors même que les institutions font qu'il n'a pas le pouvoir, il ne gouverne pas par des oukases, au sens où le tsar lui-même décidait de faire les lois à la place du Parlement, par exemple. Eh bien, là, il y a un Parlement qui fait la loi. Alors, et donc, le président de la République, par exemple, avait promis, s'était engagé sur le problème du droit de vote des immigrés pour les personnes européennes. C'est quelque chose qui est hors de portée. Je pense que c'est dommage que les journalistes, à l'époque, ne lui aient pas dit « Mais monsieur le président de la République ou monsieur le candidat François Hollande », et quand je dis François Hollande, ils auraient pu le poser à d'autres, pour vous proposer ça. Mais est-ce que vous avez une majorité à l'Assemblée et au Sénat pour voter une réforme constitutionnelle? En quoi vous pouvez vous engager à le faire? Précisez votre pensée. Parce que, en fait, on ne peut pas s'engager sur un sujet comme celui-là. C'est une critique dure contre François Hollande que vous faites. Non, je parle d'une critique dure d'un système politique qui fait que le président de la République
est responsable de tout et pour tout. Et on est dans une vision consumériste de la politique où on s'adresserait d'un point de vue marketing à des secteurs différents de la société en leur faisant des promesses. Alors, cette vision-là, si c'est ça, si ce que voulait dire Emmanuel Macron, alors là, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que je pense qu'il est temps, effectivement, de ne pas demander des catalogues de propositions plus ou moins farfelues ou plus ou moins justifiées, pas évidemment, mais de demander quels sont les objectifs, quelle est la démarche, éventuellement comment on s'inscrit sur des propositions phares par tel ou tel moyen, mais avec des moyens qui sont crédibles. Je le dis d'autant plus que la prochaine élection présidentielle et les élections législatives qui le suivront seront, de mon point de vue, totalement différentes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus... On peut avoir une chambre introuvable. On peut avoir, parce que les Français, on le voit bien dans le cadre de ces élections présidentielles, risquent en partie, surtout s'il n'y a pas un haussement des candidatures vers une proposition plus républicaine, il risque d'y avoir un candidat élu par défaut, ce qui poserait bien des problèmes. Revenons au 14 juillet. Vous disiez tout à l'heure que la parole du président de la République est assez attendue. Est-ce que vous attendez, comme Jacques Chirac en son temps l'avait fait avec Nicolas Sarkozy, qu'il dise clairement « je décide, il exécute ». Écoutez, tous les propos blessants sont pas forcément utiles, mais par contre, je pense que le président de la République aura à cœur de rappeler effectivement le fonctionnement normal d'une équipe gouvernementale. Oui, j'imagine. Le fonctionnement normal ? Et c'est ce qu'il dira. C'est ce qu'il dira, on va attendre demain, donc. Il vous en a parlé au Conseil des ministres, sans doute? Je ne vais pas ici dévoiler les débats. Le 14 juillet, c'est le dernier 13 juillet, le dernier 14 juillet avant du quinquennat de François Hollande. Donc on attend ce qu'il va dire demain 14 juillet, Françoise Fretzoz. Et l'opposition est assez dure. François Fillon dit pour son dernier 14 juillet, il faudrait que François Hollande se montre à la hauteur des circonstances. Est-ce que vous comprenez cette ironie de la droite ou est-ce que vous la jugez complètement déplacée? Écoutez, je trouve franchement que la manière dont est attaquée l'autorité de l'État depuis maintenant un certain nombre de semaines, dans une forme de surenchère des primaires de la droite, est indécente. Mais en même temps, c'est le résultat de ce processus de sélection qui pousse à l'extrémisme, pousse à la radicalisation des discours, que sont les primaires, en général. Et que vous semblez condamner. Je les condamne pas, je sais que les partis politiques sont en crise et n'ont plus la légitimité pour désigner un candidat à proprement parler. Bon. Et nous-mêmes, moi-même, j'ai approuvé l'idée de primaire pour désigner un candidat. Maintenant, en même temps que je constate et que je prends cette procédure, je ne peux pas ne pas pointer du doigt tous les défauts de cette procédure. Les défauts de cette procédure, c'est l'entre-soi, c'est-à-dire la droite parle à la droite, la gauche parle à la gauche, et ensuite c'est la radicalisation, parce qu'on va s'appuyer sur les fractions supposées les plus mobilisables de l'électorat de la droite ou de la gauche, c'est-à-dire la droite la plus dure ou la gauche la plus radicalisée. Et donc ce phénomène amène, à mon avis, de grandes perturbations dans l'action politique. Donc nous sommes dans un moment où nous n'avons plus un système de régulation politique. Pas forcément pérenne. Je n'en suis pas certain parce que ou alors il faudrait qu'on rentre dans une autre culture américaine. Bon. Parce que par exemple oui, et puis je pense qu'on est dans une période de décomposition politique. Voilà. Je pense que la décomposition politique est là, c'est-à-dire que ce que nous avions l'habitude et ce que les Français de dire, nous les responsables politiques, et ce que les Français avaient l'habitude d'entendre, ne marche plus. Et ça ne correspond plus à la manière dont les gens recomposent leurs souhaits. C'est pour ça que y a évidemment des gens qui sont là à affirmer leur identité. Moi, je suis à gauche, etc. Et puis moi, je suis à droite. Bon, mais la réalité, c'est que les gens s'aperçoivent. Emmanuel Macron que vous êtes en train de faire là. Non, absolument pas. Et en plus, j'avais très modestement écrit avant que Emmanuel Macron s'exprime sur ce sujet. Je pense que, par exemple, l'objet de la gauche aujourd'hui, c'est de se dépasser
vers un rassemblement du camp républicain. Mais je pense, si vous oubliez bien, parce que comme ça on me reposera pas la question la fois d'après, parce que j'aurais juste eu le temps de dire ce que je pense. Allez-y. Merci Frédéric Aziza. Et je pense que une chose, et il est plutôt revenu d'ailleurs sur sa phrase, je ne suis ni de gauche ni de droite. Maintenant, il dit je suis de gauche. Non. Maintenant, je suis de gauche. Moi, je pense par exemple que l'objet de notre candidature présidentielle, et donc celle de François Hollande, c'est de dire, évidemment on sait que c'est un homme de gauche et qui porte des valeurs de gauche, mais je pense que le candidat de la gauche doit avoir vocation à rassembler tous les Français et ne pas s'exprimer, ne pas s'adresser qu'aux gens de gauche. Les Français d'ailleurs se retrouvent le moins en moins dans cette catégorie, là je le confirme. Mais surtout, il faut refabriquer, reproposer un nouveau package en quelque sorte. Aujourd'hui, être de gauche, me semble-t-il, quand on a le sens des responsabilités et qu'on n'est pas passionné par l'extrémisme, la radicalisation et la marginalisation, être de gauche aujourd'hui, c'est porter plus haut les valeurs républicaines et avoir la force de tendre la main, y compris aux républicains du camp d'en face. C'est ça être de gauche, c'est être suffisamment sûr de soi sur les valeurs fondamentales de la République. Je pourrais les rappeler si vous m'interrogiez sur le sujet, ou du moins rappeler un certain nombre, pour dire que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Car on n'est plus dans une période où l'enjeu, c'est de savoir si on doit redistribuer un peu plus ou redistribuer un peu moins. Juste pour bien comprendre, vous seriez favorable à une coalition, vous, en 2017 ? Je suis tout à fait favorable à ce que le candidat arrivé en tête dans le camp républicain au premier tour tende la main au camp d'en face, les formes précises. S'agirait-il d'une coalition? S'agirait-il d'une coexistence? Mais s'agirait-il d'un périmètre, la définition d'un périmètre commun, de valeurs? Tout ça doit être discuté entre les formations politiques, les candidats en son temps. Mais je pense que oui, il est faux de dire que la gauche et la droite sont irréductibles l'une à l'autre. Aujourd'hui, ça serait effectivement nier le fait que nous sommes dans un système politique tripolaire, pas simplement en France d'ailleurs, mais quasiment dans le monde entier. Ce serait nier que les enjeux ne sont plus les enjeux plus seulement les enjeux de la période précédente, cette période qui existait depuis 70 ans, et que les vrais enjeux, c'est de refuser la xénophobie, le racisme, la destruction de notre modèle social, de refuser le nationalisme, d'avoir une construction européenne, d'avoir un projet européen. C'est ça les enjeux majeurs pour notre pays. Ce n'est pas de savoir si le SMIC va augmenter de 5% ou de 3%. Ce n'est pas de savoir si on doit augmenter ou baisser les impôts de la 5e tranche. L'enjeu, je le dis pour nos compatriotes, l'enjeu c'est de garder les valeurs essentielles qui font l'identité de la France. Je vais poser des questions. Voilà, parce que là, Bien. Parce que vous l'avez déjà dit ça à la dernière émission. On a fait un peu long, mais ça m'a permis d'être clair. un peu très long. Mais c'est peut-être les valeurs que vous rappelez, c'est peut-être les valeurs sportives, Françoise Fressoz. Oui, vous dites tendre la main, dépasser. François Hollande dit l'euro est une victoire pour la France. On a perdu, mais il pense quand même que c'est une victoire pour la France. Est-ce que vous sentez un changement de climat dans le pays, une possibilité de rassemblement? Alors, il y a deux choses. D'abord, oui, l'euro est une victoire pour notre pays et considéré comme tel par y compris nos amis étrangers. Ça a été une victoire en termes de sécurité, alors qu'on nous disait que c'était pas jouable, pas de fan zone, et certains même disaient il faut annuler, etc. On a tenu dans des conditions qui sont tout à fait remarquables. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres qui ont explosé. Deuxièmement, l'organisation en tant que telle, succès économique également. Tout ceci fait que notre pays a renforcé sa position, son image, à un moment où il avait été profondément interrogé pour des gens qui ont une vision un peu lointaine. Justement, je pense. Pour la cohésion du pays. Alors, pour la cohésion du pays, oui, je crois que petit à petit, il y a toujours l'idée qu'il se passe des choses. J'entendais un de mes collègues ministres qui revenait de la Nièvre. Plus de 1000 emplois depuis le début de l'année ont été créés dans la Nièvre, notamment avec l'aide à l'embauche des PME. Plus de 1000 emplois. C'est Christian Paul qui vous a dit ça? Non, justement, c'était Stéphane Le Paul. Et je pense qu'il voulait le Foll. Et il le disait donc, sans doute, pour que Christian Paul l'entende. Mais il n'était pas en conseil, Christian Paul? Non, mais c'était, il l'a dit dans la Nièvre. Je prends cet exemple parce que dans des départements dont on a plutôt l'habitude de penser qu'ils sont dans la souffrance, dans la périphérie, dans la difficulté économique, il y a une politique économique du gouvernement qui obtient des résultats.
Je ne parle pas ici des chiffres que vous connaissez sur la croissance et globalement sur l'emploi. Donc, oui, effectivement, moi je n'ai pas honte, n'ai pas peur de dire la vérité, c'est que ça va mieux du point de vue des chiffres économiques. Maintenant, est-ce que les Français ont plus confiance, et c'est l'objet de votre question, est-ce que l'euro en tant que tel va créer... Je pense qu'il y a eu une amélioration du climat, oui. Elle aurait été sans doute encore meilleure si nous avions gagné, je le concède. Mais je pense qu'il y a une certaine forme d'amélioration. Et bon, et puis voilà, on va rentrer dans une période de vacances, les Français ont besoin de se reposer, ils ont été très stimulés pendant cette année 2015. Et les ministres aussi ont besoin de vacances. Un événement sportif que la France pourrait organiser, il y en a deux. Deux événements, dont un sportif. Ça peut être Jeux Olympiques et Expo Universelle, un événement sportif, deux gros événements internationaux. Est-ce qu'on peut, pour vous, mener les deux de front et lequel serait votre priorité? Et on n'oublie pas que vous êtes élu de Paris. Hein. Oui, mais moi j'en ai discuté avec Pascal Lamy, qui est vraiment une personnalité exceptionnelle, sa capacité rationnelle et à bien comprendre les enjeux du monde. Il pense que les deux enjeux peuvent être menés de phase et donc je le crois et je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Alors, autre question. Et c'est vrai que notre candidature au JO, elle a été renforcée par ce qui vient de se passer. Et vous avez vu qu'Anne Hidalgo dit l'Expo universelle, c'est plus compliqué. Hein. Elle est pour les JO, l'Expo universelle. Bon, on peut avoir des avis. En tout cas, là-dessus, je pense que... Elle a tort. Non, elle n'a pas tort. Elle peut avoir des points de vue. Quand on est maire de Paris, on peut avoir de temps en temps, évidemment, des préoccupations qui sont des préoccupations particulières à la ville de Paris. C'est parfaitement normal. Alors, tout le monde se préoccupe aussi du dossier des retraites, avec un élément dans l'activité, Françoise. Oui, parce que vous dites l'activité va mieux et du coup on se pose des questions sur l'avenir des réformes. Par exemple, la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, dit que les retraites, ça va mieux. Le comité de suivi des retraites montre qu'effectivement, on a passé un cap. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter maintenant toute réforme des retraites, comme semble le dire la ministre ? Il faut d'abord considérer que les réformes des retraites, y compris quand elles ont été corrigées par ce gouvernement pour plus de justice, étaient à la fois nécessaires et efficaces. Et vous voyez, quand je dis les réformes, je mets y compris dedans la réforme Fillon de 2004, dont je regrette que, à l'époque, nous n'ayons pas voté, j'en sais rien, mais nous... 10 ans plus tard. Hein. Non, des fois on dit rien du tout. Hein. Oui, des fois on dit rien du tout. Bon, enfin, bon. Alors moi je le dis et je le dis parce que à l'époque on avait applaudi le secrétaire général de la CGT et mis de côté celui de la CFDT, alors que la réalité pour les salariés, c'était quand même que la réforme de 2004 avait des aspects positifs. Elles ont été corrigées utilement par... Et donc on est. Alors est-ce que je peux m'avancer en disant que jamais rien ne devra plus être touché sur les retraites? Vous savez comme moi qu'il y a plusieurs scénarios avec des croissances hautes, des croissances moyennes, des croissances basses, des taux de chômage, etc. On verra bien. Donc vous diriez pas comme Marisol Touraine, la gauche c'est on fait plus de réformes et la gauche et on laisse la droite que le régime de retraite devienne positif, c'est tout à fait considérable. La gauche est ce qui s'était passé avant, soyons honnêtes. Mais la gauche a permis de corriger vers plus de justice et à continuer le travail de l'efficacité. Est-ce que ça veut dire qu'on touchera jamais à rien dans les 10 ans? On fera des arrêts. Moi, je suis, par exemple, pour aller... On avait eu ce débat au moment de la réforme des retraites. Je pense que l'évolution des politiques sociales doivent nous conduire à aller vers une retraite à la suédoise, par points. Je pense que c'est d'ailleurs une des propositions que, avec les réformateurs du Parti socialiste, nous ferons. Donc je ne vais pas dire que c'est terminé, on n'a plus rien à dire et plus rien à faire. Je pense que l'évolution des carrières, on voit bien que notamment les jeunes d'aujourd'hui auront sans doute plusieurs statuts, plusieurs emplois, plusieurs activités tout au long de leur carrière. Et donc des parcours. Et donc il faut des systèmes qui soient des systèmes qui tiennent compte de cette réalité-là. Et donc je pense qu'il faudra ouvrir effectivement le chantier. Mais il est vrai aussi... Sans toucher à l'âge légal, puisque justement le choix qui a été fait par la réforme Fillon et par la réforme portée par cette majorité a été de contourner cette problématique au profit de l'allongement de la durée de cotisation. Alors, justice sociale, est-ce que c'est contribuer à la justice sociale que d'augmenter les dépenses de 8 milliards dans le prochain budget ? Quand il s'agit des agriculteurs, j'entends le fait que les quotas laitiers, etc., la situation donnée, il faut aider. Quand il y a des inondations, il faut aider. Quand il y a eu des fonctionnaires qui n'ont pas été augmentés
depuis de très nombreuses années et que en même temps il y a aujourd'hui des gestes à faire parce qu'il y a des réorganisations importantes de la fonction publique, je trouve normal, etc., etc. Je prends un certain nombre d'exemples. Mais l'argent, il n'y a pas un de ces sujets sur lequel les députés de droite, c'est à ça que vous faites allusion, ne soient pas intervenus à plusieurs reprises pour demander non seulement ces dépenses, mais encore plus de dépenses. Regardez ce qu'on dit aujourd'hui sur les dépenses de la défense nationale. J'entendais tous les responsables de la droite, parfois à juste titre d'ailleurs. Moi, je suis pas forcément en désaccord. Quand j'entendais ce matin Jean-Pierre Raffarin dire que, et il le disait d'une façon plus modérée que d'autres, sur l'idée qu'il fallait passer vers 2% pour les dépenses de défense. On voit bien qu'il y a un sujet de préoccupation qui doit nous importer. Aussi, hein. Non, mais il parlait de la France et du niveau européen. On peut pas. Bon, alors dans le même temps, évidemment, ceux qui vous disent ah oui, mais on va diminuer la dépense, ce sont des pipoteurs. Ah bon, en fait, ce sont des pipoteurs. Souvent, oui, dans leurs promesses, milliards, oui. 120 milliards, les 150 dons, milliards. etc. Mais tous les jours, secteur après secteur, ils demandent plus de dépenses. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est ce type de discours. Je reviens à la question qui avait été posée sur les promesses. Arrêtons les promesses intenables des uns et des autres. Ça, c'est la vieille politique. Ça, c'est vrai. Il va falloir moi, je serai très dur avec les uns et avec les autres. Moi, dans mon camp, je ne supporterai pas non plus ce que je croirais être des promesses intenables. 50 milliards d'euros d'économie, c'est ce qui avait été promis à Bruxelles. C'était une promesse intenable, ça? Mais la preuve que non, on la tient. Alors, On la tient avec difficulté au sens où on n'a pas été applaudi par tout le monde, on a été dans le scepticisme, mais on le fait. Alors, on le fait. dossier qui vous concerne d'ailleurs, la loi travail qui va revenir à l'Assemblée. La promesse, on la tient. Frédéric Dumoulin. Est-ce que vous allez tenir la promesse donc de faire voter définitivement le projet de loi travail d'ici l'interruption des travaux Absolument, parlementaires? je vous le confirme. 49.3. Avec le 49.3 pour finir en beauté? Oui, vraisemblablement, mais enfin là, on rentre dans la technique parlementaire, puisque il n'y a pas un de nos compatriotes qui ne croit que la loi n'a pas déjà été votée une fois, deux fois, ils comprennent même pas pourquoi. Alors vous pensez que la troisième, ils savent même pas ce que c'est. Le troisième 49.3, à quoi servent les parlementaires finalement? Mais les parlementaires, le 49.3 n'est pas là pour empêcher l'Assemblée de voter un texte. Le principe du 49.3, c'est d'éviter que les démagogies ne se croisent. C'est-à-dire que le problème du 49.3, c'est d'éviter que des gens qui trouvent qu'une loi n'est pas assez libérale s'allient avec des gens qui trouvent que cette loi est trop libérale, et réciproquement. Et donc, quelque part, le 49.3, c'est dire, écoutez, voilà, nous prenons nos responsabilités, etc. Mais par ailleurs, le texte lui-même, je vous le rappelle, a été battu pendant 15 jours, une fois une semaine, en commission, débattu, oui, c'est ce que j'ai dit parfois. Non. Et donc, il a été d'ailleurs adopté, à chaque fois par deux commissions, la commission des affaires sociales, la commission de la production. Bien. C'est-à-dire, en gros, un tiers du Parlement, ou un quart du Parlement réunis en commission. Bien. Et donc, ce texte a été débattu, plus de 400 amendements ont été apportés par les parlementaires. Donc après, on est dans la simplification à outrance, où on explique que le 49.3, il n'y a pas de débat, on nous dit que c'est illégitime parce que c'est un coup de force, c'est pas un coup de force. Est-ce que c'est pas un coup de force d'avoir une opposition qui vient dire, et qui nous exhorte d'ailleurs, dans le même temps, à voter ne reculez pas, votez la loi travail, nous disait la droite. Et en même temps, eux, ils votent contre. Alors, les frondeurs maintenant. Et ça, c'est normal. Pardon? Non, pas la première, la deuxième. Vous prenez toutes les déclarations pas de tous, mais la plupart des dirigeants de droite, quand, dans la semaine précédant le deuxième 49.3, je dis bien le deuxième 49.3, ils nous exhortaient à tenir. Attendez, les frondeurs. C'est là, il y a 15 jours. Les frondeurs. Pas il y a 6 mois. Les frondeurs. Regardez, lisez les journaux. Les frondeurs, ils ont échoué. Pardon? C'était sans la voter pour autant. J'entends bien, sans la voter. Il y a une contradiction à exhorter le gouvernement. Non mais, c'est ça aussi, excusez-moi Frédéric, une seconde. Il y a quand même un petit peu de cynisme et de posture politique. C'est ce vieux jeu-là qui va pas tenir. On peut pas dire, ou bien on demande le retrait pur et simple d'un texte et on dit au gouvernement ne le présentez pas. À ce moment, quand on est de droite par exemple, et quand on est de l'extrême gauche, tout ça je peux le comprendre. Mais quand on dit on vous incite à le voter, mais nous ne le voterons pas, j'estime que ça c'est de la posture. Alors la posture. Et personne ne dénonce ce type de posture. Il faut qu'on avance, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais c'est comme ça, il y aura d'autres émissions. Les frondeurs, ils ont échoué à déposer 2 motions de censure à 2 voix près. Ils peuvent éventuellement déposer une autre si vous utilisez 49.3. Ça, vous n'y croyez pas? C'est ça, vous dites.
C'est cela, non? C'est vrai. Factuellement vrai. Moi, je m'occupe de ce qui est le droit constitutionnel. Voilà. Leur faiblesse ou leur force, c'était le fait d'avoir échoué? Écoutez, je pense, je l'ai dit depuis longtemps, ils se mettent dans une impasse politique, en particulier lorsqu'ils sont membres du Parti socialiste. C'est une impasse totale. Mais... Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'espace entre la position de Mélenchon et la position qui est celle défendue par la gauche réformatrice, ce gouvernement et ce président. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des critiques à faire, mais il n'y a pas d'espace politique à vouloir exister au milieu. Et c'est sans arrêt qu'il y a cette fiction qui est développée. Vous êtes très droit dans vos bottes sur les réformes qui ont été faites. Mais quand vous voyez la séquence d'échéance de nationalité, loi travail, une gauche complètement éclatée, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que je l'ai dit, je peux le redire devant vous, je regrette l'épisode de la déchéance de nationalité. Vous y êtes contre vous, hein? Attendez. Oui, mais le problème de la position de Jean-Marie Le Guen n'est pas très importante. Parce qu'en fait, parce que j'étais solidaire du gouvernement et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était effectivement une erreur de le faire. On l'a fait au nom de quoi? Le président de la République a estimé, je le rappelle tout simplement, après, en voyant les responsables de l'opposition le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain du 13 novembre. Ceux-ci lui ont dit, on vous a soutenu, mais on vous demande si un certain nombre de mesures qui sont les nôtres. Laquelle? Déchéance de nationalité. Dit M. Sarkozy. M. Hollande, il dit, mais la déchéance de nationalité, on en fait déjà. La preuve, M. Cazeneuve avait introduit 5 déchéances de nationalité pour des gens naturalisés. Alors, M. Hollande dit, bon, effectivement, et qu'est-ce que vous proposez? On propose que, en gros, les autres, ceux qui ne sont pas simplement naturalisés, mais qui sont français de naissance, puissent être déchus de la nationalité. Dont acte, nous le faisons. À l'Assemblée nationale, la droite vote à 60% la déchéance de nationalité. La gauche aussi, au nom de l'unité, pas sans difficulté. Et après au Sénat, hop, la même droite, parce qu'elle veut régler son compte à Sarkozy d'abord, vote contre. Alors, en fait, bloquant ainsi le processus. On va voir l'avenir. Vous dites qu'il n'y a pas d'espace entre ces deux gauches-là. Mais alors, comment on rabiboche ces deux gauches-là, justement, quand le Premier ministre dit il y a deux gauches irréconciliables? Le Premier ministre a parlé de gauche irréconciliable en parlant d'une forme de gauche radicalisée qui est soit dans l'acceptation du communautarisme ou du suivisme. Vous avez parlé d'islamo-gauchisme, hein, vous. Oui, mais il y a pas que des islamo-gauchistes, il y a aussi des gens qui, quelque part, par faiblesse, acceptent le communautarisme. Par électoralisme, ça existe, ça a existé. Il y a des gens à gauche et à droite qui, par calcul électoral, acceptent de certaines formes de communautarisme. Ça, c'est pas acceptable. Les lois de la République sont valables pour tous. Et ceux qui subissent le communautarisme dans leur quartier doivent avoir le droit à la protection de la République. Deuxièmement, il y a une certaine gauche, effectivement, qui est parfois dans la violence, mais surtout qui accepte et qui est, j'allais dire, tolérante vis-à-vis de formes de violence ou d'intimidation. Personne n'en a parlé, donc je vais en parler. Ce qui s'est passé encore au meeting tenu par Emmanuel Macron est absolument insupportable. Que l'on puisse accepter dans une démocratie que des gens viennent faire de l'intimidation physique sur des gens qui expriment une idée, c'est inacceptable. J'espère qu'il y aura des plaintes qui seront déposées et j'espère qu'il y aura des poursuites. Car ce n'est pas un cas isolé. Ça devient systématique. Il y a une certaine forme de tolérance à la violence qui est inacceptable dans un État de droit. Il n'y a pas un pays C'est au Premier ministre et au Président de la République. Je m'adresse à qui je m'adresse. Je n'accepte plus, moi, ce type de violence. Est-ce que ça vous rappelle et je dis qu'il y a une certaine à la britannique qui a conduit à l'assassinat d'une députée? Je dis que si nous ne mettons pas vite un frein à cette situation, on aura des débordements qui seront de plus en plus inacceptables. Troisièmement, il y a des formes de haine sociale qui existent ou qui sont encouragées à la gauche de la gauche, qui sont aussi problématiques. Face à ces trois... Mélenchon, par exemple. Mélenchon, il lui arrive d'être ambigu sur ces trois sujets. Ou en tout cas sur ces deux, parce que sur le communautarisme, à ma connaissance, il est plutôt clair. Mais sur les deux autres, sur la haine sociale et sur la violence et l'acceptation de la violence, quand même, personne n'a jamais repris l'idée que lorsque M. Mélenchon a fait sa réunion à Stalingrad, il a salué tout le monde, les grévistes, etc. C'est tout son droit, évidemment, mais aussi, je salue les assignés à résidence.
c'est quand même un petit sujet dans le timing, dans la période où nous sommes. Vous disiez, vous disiez justement, est-ce que ça peut... Notre pays doit absolument écarter ces formes d'aide sociale. Il y a, en fait, il y a de la revendication sociale. Pardon ? Et toute la campagne de la gauche va être parasitée par ça, justement. On le voit. Vous avez dû supprimer votre université d'été, etc. Non mais attendez, dans les années 30 aussi, le SPD a pas pu s'exprimer. Vous avez vu sur quoi ça a débouché ? Mais j'ai ça en mémoire. Ouais. Et donc je dis, attention, ne soyons pas oublieux des leçons de l'histoire. C'est inacceptable dans un état de droit de voir ce qui se passe. Ça veut dire que cette partie de la gauche peut conduire au totalitarisme ? Non pas qu'il soit en situation... Attendez, mais je vous explique ce que je vais dire. Voilà. Je pense que la violence, d'abord, il faut dire que ces extrêmes se rejoignent. Extrême droite, extrême gauche ? Extrême droite, extrême gauche et force du communautarisme. C'est pas moi qui ai parlé, et c'est pas nouveau de parler des rouges bruns. Ça existe. Vous savez de quoi je veux parler. C'est pas moi qui ai constaté que pendant la problématique du mariage pour tous, il y a eu la journée du retrait, où on voyait des forces communautaristes alliées à l'extrême droite. Et Alain Soral. À l'extrême droite. Je dis donc que tous ces trois forces-là, les forces communautaristes, les forces d'extrême droite et les forces d'extrême gauche, font système et développent une culture qui est celle de la violence. Alors, celle qui est la plus manifeste, c'est celle de l'extrême gauche aujourd'hui. Celle qui est tapie dans un certain nombre de milieux et de quartiers, c'est celle du communautarisme. Et celle de l'extrême droite... Communautarisme ou islamisme ? Communautarisme ou islamisme ? Je veux parler de l'islamisme radicalisé, du fondamentalisme musulman. Voilà, pour être clair. Alors après, les mots, je pense que dans le communautarisme, tout le monde comprenait ce que je voulais dire. Eh ben, je le suis. Bien. Ensuite, à l'extrême droite, on voit bien qu'il y a des bouillonnements qui peuvent exister. Je vous renvoie d'ailleurs à les propos qui ont été rapportés dans un journal du matin hier du directeur de la sécurité intérieure. Et on poursuit. Et donc, ces questions-là sont des questions graves. Et donc, moi, elles m'inquiètent et je ne me lasserai pas de ne pas accepter que manifestation après manifestation, il y ait des formes d'expression de la violence. Bon, à un moment donné, sur un sujet particulier, on peut comprendre qu'il y ait des esprits qui soient échauffés. Mais quand ça devient un système d'action politique, et je dénonce, je le dis, pour moi, c'est un système d'action politique, d'intimidation systématique qui est mis en place par un certain nombre de forces d'extrême gauche dans ce pays. C'est inacceptable. Alors, on poursuit sur peut-être une partie de l'extrême gauche, Cécile Duflot. Justement, dans ce contexte un peu violent, qu'est-ce que vous conseillez, qu'est-ce que vous attendez d'éventuels candidats écologistes qui ont décidé de faire une primaire? Écoutez, franchement, c'est épiphénomène, c'est vraiment l'épiphénomène, c'est un groupuscule. Madame Duflot, Madame Duflot, groupuscule. Ah, écoutez, ils en sont à combien de scissions? Ils en sont à combien de scissions? Bon, il y a une marque qui était une très belle marque. Il y a un espoir qui était un espoir très beau. Mais qu'est-ce qui se passe mois après mois? C'est des dirigeants historiques qui quittent, c'est des candidats emblématiques qui refusent de s'allier avec ceux qui restent de ces gens-là. Et c'est aujourd'hui, alors la pantomime a franchi un pas supplémentaire. Madame Duflot qui nous a fait pendant des semaines des leçons sur la nécessité de primaire, etc., etc. À l'intérieur de son petit parti, elle en veut même pas, elle, pour elle. C'est du courage politique. Non mais c'est quoi? C'est pas du courage politique? C'est gaguesque. C'est gaguesque. Alors, une ou deux questions sur la primaire de la droite. Il faut qu'on parle aussi de l'Europe, de la Brexit. Primaire de la droite. Allez, primaire de la droite. On voit que l'étoile d'Alain Juppé est en train de pâlir un peu dans les sondages, que Nicolas Sarkozy est en train de remonter. Est-ce que Nicolas Sarkozy, c'est pas l'adversaire rêvé de François Hollande? Alors ça, je sais qu'il y a un certain nombre de gens de gauche qui pensent ça, mais c'est toujours les gens qui pensent la guerre avec la fois d'après, la fois d'avant. Donc voilà, moi, je n'ai pas de candidat préféré ou antagonique particulier, vous avez des doutes sur et je ne m'exprime pas sur les candidatures auxquelles nous serons en compétition. La seule chose que je dis, c'est que la droite aura à choisir, au-delà des personnes, entre deux orientations.
ou bien elle sera, qu'elle le veuille ou non, aspirée par une logique de ce que j'appelle le bloc réactionnaire, c'est-à-dire les idées et les forces qui sont portées notamment par le Front National, ou bien elle devra choisir le camp républicain. Elle n'a pas les moyens aujourd'hui d'être toujours sur la politique qui est la sienne, soi-disant, qui est celle du nini. Alors on poursuit. Le nini, quand on fait 23, 24 et parfois moins de 20 ou même 27 dans les intentions de vote, ça n'existe pas. Donc il faudra bien choisir entre le camp républicain et l'extrême droite. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Des questions sur l'après-Brexit. Vous parlez du nini, choisi ou pas choisi par la droite. La Grande-Bretagne a choisi Theresa May comme première ministre. Qu'est-ce que vous en attendez de ce nouveau chef du gouvernement britannique ? Elle notifie très rapidement l'article 50. C'est la première des choses, c'est la clarification que nous attendons tous pour le début septembre. Et c'est bien que ça aille vite ? C'est clair. C'est clair. Barroso, qui veut peut-être une question sur José Manuel Barroso, la polémique de Françoise Fressoz. Oui, l'ancien président de la Commission européenne qui va rejoindre la banque d'affaires Goldman Sachs. Est-ce que ça vous choque ? Oui, bien sûr. Bon, pas besoin de commenter. Ça a été dit par tout le monde et à juste titre, me semble-t-il. Alors, le Brexit, là, revenons un petit peu au Brexit. Est-ce que vous diriez que ça renforce le Front National ou au contraire, finalement, à plus ou moins long terme, ça l'affaiblit ? Non, ça affaiblit indiscutablement. D'abord, ça pose un problème parce que la Grande-Bretagne est un allié historique de la France, et en particulier dans les domaines de la défense. C'est des choses dont je considère avec suffisamment de gravité pour ne pas considérer que ça ne soit pas un problème, premièrement. Et deuxièmement, parce que ça interroge aussi la solidité de l'Europe. De ce point de vue, si on s'interroge sur quelque chose qui allait de soi, effectivement, ça peut poser problème. Deuxièmement, je ne peux pas considérer que ceux qui ont poussé la Grande-Bretagne au Brexit sont dans la fuite totale de leurs responsabilités. Ça devient là aussi, je reprends le mot, mais ça serait pas si grave, je dirais, ça serait gaguesque de voir successivement Monsieur Boris Johnson, Madame la dernière prétendante d'ailleurs au Parti conservateur, absolument, et Monsieur Nigel Farage démissionner de leurs responsabilités, c'est honteux. C'est absolument honteux. Dernière question. Par rapport à la France, je suis pas devin. On arrive à la fin de l'émission. Dernière question, Yannick. Va se jouer finalement la présidentielle de 2017 pour vous ? Très simplement sur des propositions qui seront présentées pour rassembler le peuple français. Est-ce que nous serons autour de valeurs républicaines ou bien est-ce que nous serons dans des valeurs qui seront celles qui emprunteront à l'extrême droite ? Merci. C'est la fin de Question d'Info. C'est aussi la fin de la saison pour Question d'Info, la dernière émission de la saison. Merci Jean-Marie Le Guen d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles. Et en effet, bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre. Merci.